Bien avant les satellites, radars et ordinateurs surpuissants, la première véritable révolution en météorologie a eu lieu vers 1850 avec l'invention du télégraphe électrique. Quatre ans plus tard, en novembre 1854, après qu'une tempête ait ravagé la flotte française au large de Sébastopol, l'astronome Urbain Le Verrier se saisit de l'événement pour convaincre Napoléon III de financer le premier réseau météo européen. Dès 1864, Le Verrier publie les premiers bulletins météo de prévision quotidienne pour toute l'Europe à destination des marins. La science météorologique écrit son histoire. À Trappes, à quelques kilomètres de Paris, un Français tesserand de bord, fortuné et passionné par l'exploration de l'atmosphère, crée un observatoire en 1896. Son idée ? Envoyer des ballons dans l'atmosphère pour étudier les mouvements et l'altitude des nuages. Aujourd'hui, le site historique de ces expérimentations est toujours une station météo, pas comme les autres. Dans la salle d'archives, sur les étagères, des centaines d'instruments anciens sont conservés pour la recherche. Parmi eux, un exemplaire unique, le seul ballon de tesserand de bord. Il a plus de 110 ans. Pour Frédéric Perrin, responsable des instruments anciens, c'est le clou de sa collection. Pour les gens de la météo et les gens de Trappes, c'est un peu notre Mona Lisa. C'est une des choses les plus rares et les plus importantes pour nous. Et c'est émouvant de voir que, en fait, il y a des gens qui faisaient notre travail il y a maintenant 110 ans. Ces ballons sondes d'origine enregistraient les informations sur un cylindre noirci à la fumée. Ils mesuraient la température, la pression et l'humidité à l'aide d'un capteur équipé d'une mèche de cheveux. Il n'y a rien d'industriel, que ce soit le panier en osier que je suppose que T5 de bord a fait faire par fabricant de panier du coin, ou la boîte en liège, on a encore les clous dessus. Et après, tous les capteurs, ce sont des choses qui ont été prises sur d'autres appareils et qui ont été bricolées pour être assemblées sur le même pour avoir un appareil à la fois compact et léger. Et c'est pratiquement en état de marche. À la limite, on aurait juste à remettre un peu de cheveux sur le capteur hygrométrique, on pourrait le relancer. C'était la Formule 1 du sondage en altitude dans les années 1900. Une Formule 1 gonflée à l'hydrogène, donc extrêmement inflammable. Dans sa carrière, Tesserin de bord a lancé près de 300 ballons, dont une partie en Méditerranée. Pour récupérer les données, une seule solution, récupérer les ballons qui pouvaient tomber n'importe où le vent les menait. À Trappes, Sylvie Jourdain a retrouvé un petit trésor, le registre sur lequel Tesserin de bord notait le résultat de ses observations. Ce document constitue les premières séries de mesures météorologiques en altitude. Pour la climatologue, ces données permettent d'avoir des informations uniques sur l'atmosphère de l'époque. Ce qui est étonnant, c'est la distance parcourue par ces ballons. Ça peut retomber en banlieue proche, comme ça peut retomber à donc 500 km. Donc là, il y a marqué dans les Hautes-Alpes. Ça part de Trappes et ça arrive aux Hautes-Alpes. Donc, et là c'est en Allemagne, dans les Vosges, dans la Meuse, dans les Ardennes. Vous voyez, enfin, suivant la hauteur atteinte par le ballon. Puis ça peut atteindre quand même, j'ai vu, 15 km d'altitude facilement à cette époque-là, ce qui n'est pas si mal. Hein. Ils recherchaient l'altitude du moins 50 degrés. Ils recherchaient vraiment l'altitude des températures très très basses dans l'atmosphère. Contrairement à ce qu'il pensait, Tesserin de bord a découvert que la température ne décroissait pas infiniment avec l'altitude. En 1902, après plus de 200 lâchers de ballons, il s'aperçoit que vers 15 km d'altitude, son thermomètre reste bloqué à moins 50 degrés Celsius. Il vient de découvrir la troposphère. Un siècle plus tard, on dénombre 5 couches de gaz différents. Du sol à l'espace, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Du sol à 16 km d'altitude, on retrouve la troposphère. Composée d'azote et d'oxygène, cette partie de l'atmosphère nous permet de respirer. La troposphère est chauffée par le sol.
La température et la pression décroissent donc en fonction de l'altitude. Cette zone, dans laquelle volent les avions de ligne, est la plus importante pour le météorologue. C'est ici que se forment les dépressions et les anticyclones responsables du temps qu'il fait. Au-delà de 16 km, notre vaisseau atteint la stratosphère. La température, qui était à moins 60 degrés Celsius en quittant la troposphère, commence à augmenter pour aller jusqu'à 0 degrés Celsius. La stratosphère accueille la couche d'ozone qui filtre les rayons ultraviolets nocifs. Ce mécanisme produit de la chaleur et rend possible la vie sur Terre. Au-dessus de la stratosphère, entre 50 et 90 km d'altitude, se situe la mésosphère. À cet étage, les molécules d'oxygène et d'ozone se font de plus en plus rares. La température chute fortement, jusqu'à moins 80 degrés Celsius. La mésosphère est le bouclier de la Terre. Lorsqu'il traverse cette couche, les objets stellaires, comme les météorites, sont désintégrés. À 100 km, voici la thermosphère. La pression est si faible que notre baromètre a du mal à l'enregistrer. Les rayons du soleil nous parviennent directement et la température varie de 300 degrés Celsius à 1600 degrés Celsius selon l'activité solaire. Mais il y a si peu de molécules d'air que si un astronaute plaçait sa main dans la thermosphère, il n'aurait pas une sensation de chaleur. Entre 350 et 5000 km se trouve l'extrême limite de l'atmosphère, l'exosphère. C'est dans cette zone que la plupart des satellites sont placés en orbite. À cette altitude, il ne reste que quelques molécules d'hydrogène mélangées au vide de l'espace. À 5000 km, notre vaisseau a atteint les confins de notre atmosphère. Pour étudier l'atmosphère, on lâche toujours des ballons. À la Météopole de Toulouse, Dominique Leguin, chercheur au CNRM, se prépare lui aussi pour un lancer. Je suis en train de préparer une radiosonde que l'on va accrocher au ballon. C'est un instrument qui mesure la température, l'humidité et la pression, ainsi que sa position GPS qui nous permettra d'obtenir le vent. Le ballon sonde va partir dans une vingtaine de minutes. Donc là, je prépare la sonde, je vérifie qu'elle est correcte, que le thermomètre et l'hygromètre vont réaliser des mesures correctes. Voilà. Ici, tout est correct, donc on va pouvoir aller gonfler le ballon et accrocher la sonde au ballon, à l'extérieur. On tourne. Très inflammable, l'hydrogène d'hier est aujourd'hui interdit. C'est de l'hélium, qui est bien sûr plus léger que l'air, donc il va permettre avec la poussée d'Archimède de faire monter le ballon. C'est bon, Diane. La sonde et son dérouleur sont accrochés au ballon. Donc on accroche ici un parachute qui va freiner la sonde lorsque le ballon aura éclaté, donc à partir de 25 km, et ça va permettre à la sonde de redescendre doucement, sans que ce soit dangereux pour les populations ou les animaux. Le voyage du ballon sonde va durer entre 1h30 et 1h40. À la vitesse de 4 à 5 mètres par seconde, il explosera à 25 km d'altitude. Le prix de chaque vol est de 200 €. « 4, 3, 2, 1, top !» Tout au long de son vol, en temps réel, grâce au GPS, le météorologue pourra récupérer les informations de la sonde. Il peut décrire très finement la composition de l'atmosphère que les satellites et les radars ne permettent pas. Alors le ballon vole maintenant depuis 35 minutes. Il en est à l'altitude de 5600 mètres, donc il a passé la couche de nuages qui nous concerne aujourd'hui. Et d'un point de vue horizontal, il est pris maintenant par des vents de nord-ouest qui sont relativement forts, de l'ordre de 35 mètres par seconde. On espère le suivre jusqu'à 200 km sur l'horizontale. Chaque jour, en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les terres australes, 14 radiosondes sont lancées à midi et à minuit UTC, c'est-à-dire en temps universel, pour échanger les données à l'international. Les informations recueillies par les ballons donnent le profil vertical de l'atmosphère et les vents qui y sont présents.
Alors le ballon est maintenant à environ 8000 mètres d'altitude, il est à 70 km au sud-est et donc on en a encore pour environ 3 quarts d'heure de vol avant son éclatement. Donc on voit ici la trajectoire sur l'horizontale du ballon, donc on voit qu'il est parti clairement vers le sud-est et qu'il continue à se déplacer, donc ça c'est très probablement un ballon qu'on ne reverra pas sur Toulouse. L'ensemble des données, pression, vent, température alimentent les modèles météorologiques. Les modèles sont également la base d'études de la climatologie, science qui s'intéresse au temps, mais sur le long terme. Avec sa position sur la Terre, la France bénéficie d'un climat tempéré. Mais comme l'ensemble de la planète, notre pays connaît des bouleversements climatiques. Avec une activité industrielle de plus en plus intense, l'homme émet de plus en plus de gaz nocifs dans notre atmosphère, comme du dioxyde d'azote, de l'ozone, du dioxyde de carbone, du méthane. Si des gaz composent naturellement notre atmosphère, ceux émis par l'activité humaine amplifient le principe de l'effet de serre et réchauffent notre planète. Mais pour bien comprendre comment l'homme modifie ce mécanisme, découvrons le principe de l'effet de serre. L'atmosphère qui entoure notre planète est composée de gaz naturels, comme du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Ces gaz nous protègent des rayons nocifs du Soleil, tout en laissant passer la lumière. Réchauffé par les rayons du Soleil, le sol émet un rayonnement infrarouge, c'est-à-dire de la chaleur en direction de l'atmosphère. Une partie de ces rayons s'échappe de la Terre, mais la majorité est emprisonnée dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre. Comme sous une serre agricole, ces infrarouges réchauffent le sol qui émet de nouveaux infrarouges, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Pour la première fois de son histoire industrielle, l'homme moderne est responsable du réchauffement de sa planète. Ce phénomène climatique inquiétant est au cœur des recherches de Météo France. Voici Samuel Sommo et David Salas-Imelia. Ces climatologues sont unanimes. Les conséquences du réchauffement climatique se mesurent concrètement sur notre quotidien. Les climats dans l'hémisphère nord se déplacent vers le nord. Donc les climats chauds remontent et les climats froids remontent également. Ce qui veut dire en gros qu'on peut s'attendre à ce que la France connaisse un climat plus proche de celui de l'Espagne et que le nord de la France connaisse un climat plus proche de celui du sud de la France. On commence à voir la traduction concrète du réchauffement climatique dans de nombreuses mesures. Alors ça pourrait être très très long de les citer, mais on peut commencer simplement par la température de la planète. Alors commençons par la France en fait. Donc, la température a augmenté déjà de 1 degré sur un siècle, depuis le début du XXe siècle, ce qui est tout à fait visible dans les observations que nous avons sur plusieurs dizaines de stations de référence. Épiphénomène pour certains, signe annonciateur de notre réchauffement climatique pour d'autres, en 2003, la France connaît une vague de chaleur inédite dans son histoire. Pendant juillet et août, il fera constamment plus de 30 degrés. Cette canicule fera plus de 14 000 victimes directes et indirectes. L'année 2003 sera bien l'une des plus chaudes depuis un demi-siècle, la troisième en fait, après 98 et 2002. Nicolas Châteauneuf. Les Européens avaient rarement eu aussi chaud que l'été dernier. Ce sentiment est désormais scientifiquement confirmé par l'Organisation météorologique mondiale. Celle-ci vient de classer 2003 comme la troisième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1951. En prenant la moyenne des températures de 185 pays du globe, les météorologues en sont arrivés à ce chiffre. Il fait aujourd'hui presque un demi-degré de plus qu'entre 1961 et 1990. Un réchauffement qui a provoqué des phénomènes climatiques extrêmes. Ouragans aux États-Unis, incendies monstres en Australie, canicule en Europe. Quant à la banquise de l'océan Arctique, elle n'a jamais fondu aussi vite. Mais le plus inquiétant, c'est qu'au classement des années les plus chaudes, 1998, 2002 et 2003 occupent les 3 premières places. Sur ce point, les scientifiques sont unanimes, le thermomètre va grimper de plus en plus vite. Si les émissions continuent à augmenter aussi rapidement qu'actuellement, on arrivera effectivement à une température augmentée d'environ 4 degrés pour la fin du XXIe siècle à l'échelle globale. 4 degrés de manière assez concrète, ça équivaut au fait que les étés de la fin du XXIe siècle seront en moyenne, en France, un petit peu plus chauds que l'été 2003. L'été 2003 est un été moyen de la fin du XXIe siècle. Donc on utilise beaucoup 2003. 2003 n'est pas le changement climatique, mais est un exemple de ce qui pourrait advenir dans le futur.
Pour comprendre quel sera le climat de la France en 2050 ou 2100, Météo France cherche les réponses dans le ciel de l'Hexagone. Bienvenue à Toulouse, sur la base aérienne de Francazal. C'est jour de sortie pour l'ATR-42, bardé de sondes, de capteurs et d'ordinateurs. À bord, des scientifiques vont mesurer la concentration d'ozone et de dioxyde d'azote présents dans l'atmosphère. On voit qu'ici, il y a la cheminée de la centrale à combustion des déchets de la ville de Toulouse. On peut deviner la cheminée ici et le panache de fumée. Et on voit que la concentration de dioxyde d'azote n'est pas homogène dans toute la fumée d'émission de la cheminée. Et ce qu'on voit surtout, c'est une couche de pollution. En fait, c'est vraiment la couche de dioxyde d'azote qui surplombe Toulouse. Parce que voilà, il y a beaucoup d'activités industrielles, de transport. Et donc ça provoque un nuage qui subsiste à 1 km d'altitude, par exemple, de dioxyde d'azote. Et ça, on peut le voir seulement en faisant ce genre de mesures. À 8000 mètres d'altitude, Emmanuel Decamper et son équipe testent un nouvel appareil de mesure de concentration des gaz à effet de serre. Demain, embarqué sur un satellite, cet appareil sera capable de mesurer en temps réel l'évolution de la couche d'ozone, par exemple, responsable en partie de notre climat. Le suivi sur le long terme de l'évolution de la couche d'ozone, c'est vraiment primordial parce que c'est vraiment un des gaz les plus importants pour le bilan énergétique de la Terre, ce qui intervient dans tout ce dont on parle beaucoup actuellement, dans le changement climatique, etc. C'est vraiment lié au bilan énergétique entre l'énergie apportée par le Soleil, ce qui est emmagasiné par la Terre et ce qui est réémis. Et dans tout ce processus, l'ozone joue un très gros rôle. Le réchauffement climatique est-il irréversible? Aux avant-postes du temps de demain, dans les coulisses du ciel, des climatologues, scientifiques, météorologues tentent d'imaginer dès aujourd'hui des solutions pour combattre le réchauffement de notre planète. Non seulement il ne faudrait plus émettre de gaz à effet de serre, mais il faudrait en capter, probablement, capter des gaz à effet de serre de l'atmosphère et stocker ces gaz à effet de serre, donc par exemple dans certains compartiments de l'écorce terrestre ou au fond des océans. D'autres recherches visent par exemple à étudier si on ne pourrait pas mettre des particules de sulfate dans la stratosphère, où ces particules peuvent résister pendant quelques années et elles feraient écran au rayonnement solaire. Le changement climatique n'est plus seulement une affaire de météo, c'est une question qui implique la responsabilité de tous. Devenu également un enjeu politique, l'avenir climatique de la France doit compter avec le développement de nouveaux monstres industriels comme la Chine et l'Inde par exemple. Les préoccupations météorologiques et les enjeux de notre climat n'ont jamais été autant dans l'air du temps.